ne veux pas lancer l'enregistrement. C'est quoi ce travail? J'ai un petit souci mécanique. Bien, bah, Moi, écoutez, ça y est, c'est bonjour, parti chez moi. c'est parti aussi. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour, Pomme. Donc, bienvenue, je dirais, à cet échange dans le cadre de la petite chaîne de télévision d'Espace Marx Aquitaine Bordeaux-Gironde, qui de temps en temps organise, soit directement, soit en partenariat avec la revue Lormée et la revue culturelle du Parti communiste et de Gironde, et puis dont Vincent Taconnet est le rédacteur en chef, un certain nombre de rencontres et de oui, oui, oui. On organise de temps en temps des rencontres sur qu'on intitule Parole de créateur. Et justement, tu nous as contactés et nous as interpellés sur une initiative qui va se dérouler en Gironde, mais on en parlera tout à l'heure. Et donc, je voudrais qu'on revienne un petit peu sur qui était ton père, ce qu'il a produit, et puis ce qui a conduit, effectivement, et puis tous les événements que tu auras envie de mettre en lumière pour mieux nous faire découvrir qui était Jean-Pierre Jouffroy. Bonjour, donc moi je suis Pomme Jouffroy, sa fille aînée. Et mon père, il était artiste peintre. Il a découvert la peinture très jeune dans les galeries parisiennes. Il est allé voir des tableaux de Kandinsky, des choses comme ça qui lui ont, je dirais, probablement sauté à la tête, hein. Il avait été élevé en la deuxième partie du lycée. Il était dans un collège avec des bénédictins à la pierre qui vire, et il y avait un des moines qui lui avait enseigné les débuts du dessin et de la peinture, un moine qui était très féru et qui avait beaucoup d'expérience et qui avait commencé à le faire travailler ça. Parce que dans sa vie, dans son éducation, le côté artistique était plutôt branché sur la musique. Il jouait très bien de la flûte et il hésitait un petit peu entre une carrière musicale, mais la peinture le passionnait totalement. Il avait le sentiment, il le disait, que quand il avait vu cette peinture de ces grands peintres, Picasso et tout ça, il disait c'était pour moi. Et il était très jeune, hein. Donc, il a commencé d'aller dans les galeries. Et puis, à l'époque, hein, la majorité était à 21 ans. Il avait un père très autoritaire, hein, et son père ne voulait pas du tout entendre parler du fait qu'il veuillait être peintre. C'était pas possible. Ils étaient de la bourgeoisie catholique parisienne. Il n'était pas question de faire un peintre. Et donc, mon père s'est inscrit à Sciences Po. Il a fait Sciences Po. Et puis, pendant Sciences Po, il a fait sa première exposition. Donc, oui, il avait une vingtaine d'années quand il a fait ça. Et en fait, les études de Sciences Po ne lui convenaient pas. C'était le début de la guerre d'Algérie. Il était très opposé à cette guerre. Il ne savait pas encore bien comment on pouvait s'y opposer, mais il était très opposé. Il s'est manifesté là-dedans à Sciences Po à l'époque. Ça n'a pas été très bien vécu. Il est sorti de Sciences Po non diplômé. Et parce il a probablement été très provocateur, hein. Le connaissant, ayant vécu auprès de lui après, la provocation ne l'arrêtait pas. Et donc il a décidé d'être peintre, hein. Et il s'est fait virer de chez lui par son père, hein, qui était pas très, qui était pas très compréhensif par rapport à cette peinture, de loin pas. Donc il est parti vivre de son art, hein, en habitant une chambre de bonne assez peu confortable, pas très chauffée, avec pas de douche. Enfin, c'était un peu compliqué. Et il faisait du porte-à-porte avec ses dessins dans des cartons pour gagner un peu de sous. À sa première exposition à Sciences Po, il avait vendu quelques tableaux, mais enfin bon, c'était un peu anecdotique, on va dire. Et donc, il s'est lancé dans cette carrière de peintre très jeune et très peu expérimenté et n'ayant fait aucune école d'art. Et comme il n'avait fait aucune école d'art, eh bien, il est allé voir les peintres. Et il est allé leur rendre visite un peu à tous, hein. Il est allé voir Fernand Léger, il est allé voir Villon, il est allé voir. Il allait les voir, il allait discuter avec eux, il allait regarder leurs peintures. Je ne sais pas si vous savez ça, mais les peintres sont assez partageurs.
à travers l'histoire, on le sait. Il y avait toujours des ateliers, on enseignait aux plus jeunes. Et après, les impressionnistes, ils ont beaucoup partagé les uns avec les autres leurs expériences. Et papa, il a reçu un bon accueil de tous ces grands hommes qui étaient déjà pour la plupart des peintres reconnus, mais qui étaient je crois, en tout cas c'est ce qu'il en disait, très, très atteignables. Voilà comment il a commencé. Bien. Vincent, tu prends le relais? Mais immédiatement, je pense à, à son hommage à Madame Matisse en me posant la question de savoir s'il a rencontré Henri Matisse, ce qui paraît très difficile dans la mesure où c'était la fin de la vie d'Henri Matisse quand c'était le début de la vie de Jean-Pierre Jouffroy. Alors, il n'a jamais rencontré Henri Matisse, mais il avait une profonde admiration pour sa peinture. Euh, Papa, c'était quelqu'un qui pensait et qui le disait tout le temps, que d'être un artiste, c'est être un créateur, et que si on veut être un créateur, il faut avoir une connaissance profonde de tout ce que les autres ont fait avant vous. Et donc, il était pour emmagasiner toute la culture picturale qui était à sa disposition. Il a traversé l'Europe en Solex pour aller au musée à Madrid. Il était avide d'aller voir tout ça. Et il était un grand admirateur de la peinture de Matisse et du dessin de Matisse. Mon père, il disait toujours qu'il fallait dessiner, dessiner et dessiner, qu'il fallait se promener avec un carnet dans sa poche et passer sa vie à dessiner. Et il nous montrait, avec beaucoup de pédagogie, dans les musées, il nous disait regardez comme Matisse avait plus de mal à dessiner que Picasso, qui avait une espèce de facilité extraordinaire pour le dessin, alors que Matisse était moins facile sur le dessin, mais papa, il avait de l'estime pour le fait que c'était moins facile. Donc, il adorait Matisse. Et quand il a peint cette série de Madame Matisse à l'arête du nez verte, puisque c'est ça l'idée, c'est de partir du portrait qu'a fait Matisse de sa femme, qui s'appelle Madame Matisse à l'arête du nez vert. Et elle a effectivement sur le tableau l'arête du nez qui est verte. Et papa, il est parti de ce portrait qu'il a décliné, je dirais, dans des grands formats, dans des petits formats, avec des arêtes du nez vertes, bleues, roses, jaunes, de toutes les couleurs, au grand plaisir de la famille Matisse. Les gens de la famille Matisse, ils adorent cette série de tableaux. Ils ont félicité papa d'avoir fait ça. Ils trouvaient ça merveilleux. Mais non, il ne l'a pas connu. Il a connu très bien Picasso, mais pas Matisse. Alors, je poursuis la question audacieuse et peut-être risquée, je ne sais pas. Il se trouve que un grand créateur a été aussi un très grand amoureux et passionné de Matisse au point d'en faire ce qu'il a appelé un roman, je veux dire Louis Aragon. Et quand on parcourt les étapes, le peu que je connais de la vie de Jean-Pierre Jouffroy, on ne peut s'empêcher de penser qu'il il y a une sorte de réflexion à mon avis, aussi riche que celle d'Aragon sur les rapports entre l'art et la politique. Et d'une certaine manière, à partir de là, j'ai pu imaginer qu'il y ait eu des rapprochements possibles, mais aussi des tensions, voire des tensions très fortes possibles entre deux. Alors, l'histoire est amusante, hein. Papa, très jeune, il a rencontré Aragon dans la rue et il l'a abordé. Et Aragon lui a dit jeune homme, vous êtes né trop tard. Donc, papa était assez déçu, tu peux imaginer. Oui, Mais les choses se sont arrangées entre eux avec le temps. Et comme papa a organisé une exposition Aragon à la Fête de l'Humanité, à laquelle Aragon était, ils ont finalement été en assez bons termes, je dirais. Euh, Papa avait beaucoup d'estime, une profonde estime pour le poète, une profonde estime, pas pour l'écrivain réaliste, mais plutôt pour la seconde partie de son œuvre. Et je dirais que les relations de mon père avec la politique étaient
on va faire simple. Il pensait profondément que les artistes ne doivent jamais être inféodés à aucune influence politique. Il pensait que l'art officiel, que la commande, il pensait par exemple que ce qui se passait en Union soviétique vis-à-vis de l'art, c'était complètement contre-productif et que c'était pas bien, qu'on ne pouvait pas décréter que le réalisme socialiste, c'était ce qu'il fallait faire et que tout le reste, ça valait rien. Parce que ça, c'est cette façon de biaiser la création artistique, il était très contre. Donc, il avait lui-même un engagement politique très fort, hein, qui s'est beaucoup manifesté dans son engagement dans toute la presse communiste et dans toutes les formules de journaux qu'il a faites et dans tout ce travail auquel il a donné beaucoup, aussi un énorme travail d'affichiste, hein, d'affiches qu'il a faites. Mais je ne crois pas, enfin je sais, il ne pensait pas que son art soit susceptible d'avoir une influence politique directe. Après, il savait très bien l'influence politique qu'avait eu une toile comme Guernica. Personne ne doute de ça une seconde. Mais il pensait qu'il fallait toujours que l'artiste puisse être complètement indépendant de toutes les pressions politiques et qu'il n'y avait personne qui devait dicter qu'est-ce qui était de l'art, qu'est-ce qui était le bon art et qu'est-ce qui était le mauvais art. À Voilà. la bonne heure pour le bon art. Ouais. Je poursuis un peu dans cette réflexion par rapport au rapport non seulement à la politique, mais justement à l'art et à la théorie, disons. En gros, je ne sache pas qu'il était un grand théoricien de l'art, mais en revanche, ce que je vois, l'impression qu'il donne, c'est de proposer des toiles, des créations qui sont très souvent, comment dire, au carrefour, à la rencontre ou à l'opposé entre le réalisme, l'image, la représentation du réel et l'imaginaire et l'abstraction. Et je, je me demande si un de ces tableaux qui s'appelle Paysage abstrait, avec cet oxymore, n'est pas l'expression parfaite de ce qu'il recherche, c'est-à-dire d'unir des contraires inconciliables dans la création artistique. Alors, tu as raison. Je pense que pour la plupart des gens, c'est assez compliqué le lien entre l'abstraction et, entre guillemets, la figuration. Euh, je dirais, alors quand tu dis, je réponds à une partie de ta question, quand tu dis que tu ne saches pas qu'il était un grand théoricien de l'art, tu te trompes. Tu te trompes, il a écrit beaucoup sur la peinture et il a écrit des choses très intéressantes. Il a publié des livres sur Nicolas de Staël, sur Jérôme Bosch, sur Van Gogh. Extraordinaire, Et, extraordinaire celui sur Jérôme Bosch. voilà, et Quand sur il est Jérôme Bosch, parvenu. et sur Picasso, et sur Van Gogh, et sur ses copains, Xavier Longobardi et tout ça. Donc, il était un théoricien de l'art. Si je peux résumer en 3 mots son idée de, de ce que tu appelles le réalisme, moi, je l'ai écouté parce qu'il est venu dans mon lycée faire un cours sur l'art à mes copines de classe qui ont eu cette chance. Il expliquait très bien que l'idée de vision réaliste, qui serait celle de la photographie, est une idée totalement fausse, puisque l'appareil de photo n'a qu'un seul œil, que les hommes en ont deux, qu'ils ont un cortex occipital qui analyse tout ça et qui fait part à l'émotion et à beaucoup d'autres choses, à l'intelligence, à la mémoire, à tout un tas de choses qui font ce qu'est la peinture. Donc, le théoricien de l'art, il l'était, et il explique très bien que en fait, il trouvait ça. Il a commencé par faire des peintures abstraites. On en a quelques-unes qui sont assez belles. Et rapidement, il est revenu au sujet parce qu'il trouvait que c'était dommage de se priver du sujet. Et donc, il explique très bien que, que le fait d'avoir un sujet dans la peinture n'évite pas la part de peinture abstraite qui est dans sa peinture. Et je vais vous raconter une petite histoire merveilleuse. Quand j'avais 13 ans, j'étais dans son atelier, il y avait une immense toile sur le mur du fond qui devait faire 4 mètres sur 2. Et
Ladislas Quinault, qui était un de ses meilleurs amis, est arrivé dans l'atelier. C'était un personnage magique et merveilleux, très extraverti, beaucoup plus que mon père. Et Lad est arrivé, il a regardé le tableau, il s'est penché par terre, il a ramassé une feuille de papier qu'il a découpée pour en faire un cadre. Et il m'a prise par la main et il a mis le cadre sur la peinture à plein d'endroits différents. Et il me disait chaque fois, regarde, c'est de la peinture. Et voilà un peu, je pense que c'est une jolie image comme réponse à ta question Oui. et qui est bien compréhensible pour tout le monde. C'est-à-dire que cette toile, qui était un portrait d'Hélène Sixou, qui était une féministe magique, et où on voyait bien cette femme qui est batailleuse et tout ça sur le tableau, euh, Ladislas, à chaque endroit, les morceaux, mais tu sais, c'est un peu comme le tableau, le triptyque de Jérôme Bosch, le livre que papa a fait, où on voit tout en taille réelle. Quand tu vas dans le détail de chaque chose, oui, chaque chose est de la peinture. Et ben, dans ces toiles de mon père, si tu fais un petit cadre et que tu vas regarder, partout c'est peint. Partout il y a de la matière, il y a de la couleur, il y a de la construction. Et bien sûr, il y a des parties du tableau paysage abstrait, oui, j'en ai des paysages abstraits magnifiques. Hein. Je peux vous en montrer un là, celui qui est au mur de mon Ah ouais, bureau. Et ben voilà, c'est pas un paysage abstrait, c'est une route la nuit. Et au Kazakhstan en plus. Donc voilà. Ça répond à ta question? mais ça répond pas mal et en même temps, euh, j'ai été superbement morigéné, je le méritais parce que effectivement, moi j'ai découvert l'existence d'un certain Jean-Pierre Jouffroy par le livre de Jérôme Bosch sur le Jardin des Délices, Jérôme Bosch, Jardin des Délices, grandeur nature. Et c'était, si je ne m'abuse, en 1977 ou une date comme ça. Ne me demande pas la date parce que je ne sais pas, mais c'est De un toute livre. façon, c'est dans ces eaux-là. Ouais, Et ouais. évidemment, à ce moment-là, les ouvrages d'art étaient complètement inexistants dans une proposition pareille. Je Et te confirme. ça Je suis permettait une découverte tout à fait extraordinaire du tableau. Et j'en ai gardé un souvenir très fort, mais très douloureux, parce que j'ai eu entre-temps, je sais pas, une dizaine de déménagements. et tu l'as Et perdu. je ne sais pas où il a pu disparaître, parce que quand même, même si c'était pas un ouvrage d'art massif, il avait un certain volume ou plutôt certaines dimensions, quoi. Voilà. Mais tu sais que si tu tapes sur Internet, c'est pas exclu que tu en trouves un. Oui, oui, j'ai vu que ça On existe. peut en trouver. Moi, je suis tombée dessus par hasard chez un libraire d'occasion de livres d'art qui était à côté de chez moi. Et je suis tombée dessus par hasard et je me le suis racheté parce que je l'avais pas. Voilà. D'accord. Très bien. Et je voulais quand même évoquer, à travers ce que j'ai vu, bon, il y a eu bien sûr l'organisation qu'il a pu faire aux Fêtes de l'Humanité d'un certain nombre d'expositions dont il a été le responsable ou le curateur, pour employer un mot très compliqué qui correspond peut-être pas à ce type d'exposition et L'initiateur serait plus logique. oui, voilà, à l'initiative de. Mais il a été aussi un participant. Et par exemple, il a créé, j'ai retrouvé ça, mais j'en avais un vague souvenir, je suis allé vérifier. J'ai retrouvé une affiche qu'il avait créée pour l'expo Fête de l'UMA 2090, une sorte de proposition imaginaire. Et il y avait, je sais pas, une vingtaine, une dizaine, une vingtaine d'artistes qui ont donc proposé des toiles ou des affiches, ce qu'ils voulaient, avec le thème de université, pardon, Fête de l'Humanité 2090. Et il y avait un tableau de Jean-Pierre Jouffroy dans cette exposition-là. Voilà, donc j'ai redécouvert avec plaisir ce que je supputais, mais j'en étais pas sûr du tout. Et puis j'ai vu qu'il y avait un centre d'art qui avait son nom Ouais, aussi.
ouais, à Bonneuil. Oui, Le maire de Bonneuil, il a ouvert un centre d'art qui porte le nom de papa et qui a été inauguré il y a 2 ans, me semble-t-il, et oui, qui porte son nom. Et ils sont venus demander à maman si papa était déjà mort, puisqu'il est mort en 2018, et ils sont venus demander à maman l'autorisation, et on a évidemment donné l'autorisation. Il y a un centre d'art à son nom. Voilà. Et les expos de la fête de l'humain, c'était une aventure, hein. On vivait ça à la maison, c'était extraordinaire parce que il est quand même allé emprunter des toiles dans les musées du monde entier. Et il est allé à Moscou, il a emprunté des toiles aux États-Unis et on lui prêtait des toiles pour cette exposition éphémère qui durait 48 heures et dans laquelle il y avait énormément de gens qui venaient. Et oui, il a fait une exposition sur les impressionnistes, il a fait une exposition Picasso, il a fait une exposition Aragon, enfin. Et puis, il a fait aussi une exposition en l'honneur de ses 2 grands amis qui étaient Kino et Shuteshun. Et c'était absolument magnifique, hein. Il y avait des grandes, grandes toiles de ces 2 hommes qui étaient vivants, qui étaient là, qui étaient avec nous. Et donc, c'était magnifique, hein, d'avoir fait ça. Et c'était parce que d'une année sur l'autre, il fallait, un, trouver le thème de l'année suivante, et deux, il fallait trouver les tableaux, trouver les objets, trouver tout ce qu'il y avait à exposer, organiser toute l'exposition. Donc, d'une année sur l'autre, ben, c'était une part de son job d'organiser ça. Et ça, je dirais que ça, c'est vraiment sa vision politique de l'art. C'est-à-dire, il pensait profondément que l'art doit être à disposition de tout le monde il enseignait à la fois n'importe où on lui demandait. Il est venu dans mon lycée, mais il enseignait dans les écoles du parti et dans les écoles de la CGT. Et il emmenait des ouvriers voir des expositions Picasso, aussi bien que des avocats d'ailleurs, hein, auxquels il expliquait ce que c'était que la peinture. Et il était un excellent pédagogue et il expliquait ça très très bien. Il était capable de se mettre vraiment à la portée des gens et de leur faire comprendre ce qu'était cette peinture et comment c'était. Et à nous, ces enfants, encore plus, hein. Moi, le jour où j'ai vu la salle des Ménines au musée Picasso à, à Barcelone, j'étais complètement sidérée de voir ce Picasso qui manie la couleur d'une façon absolument géniale, qui fait pratiquement une esquisse toutes les 10 minutes de la petite princesse en couleur, et on les voit toutes, elles sont sur les murs, et la toile au fond, elle est noir et blanc. Et c'est un espèce de cet homme qui a une telle maîtrise et il rétrograde, il va dans le noir et blanc alors qu'il a la maîtrise de la couleur. C'est assez extraordinaire. Et ça, quand on a été élevé par un homme comme mon père qui avait une telle connaissance de la peinture, moi, quand il nous emmenait au musée au pas de charge, on visite, au pas de charge, sans blague, hein. Il c'est bien. disait, tu fais le tour de l'exposition, tu décides des 2 toiles que tu veux voir, et tu reviens et tu en vois 2, et ça suffit. Et après, plus tard, il emmenait ses petits-enfants, mes enfants, au musée, voir un tableau. Il les emmenait au musée Marmottan pour voir un tableau, un seul. Et les enfants, ils ont gardé ça dans leur mémoire toute leur vie, hein. Oui, oui, mais voilà, voilà qui enrichit encore la connaissance qu'on peut avoir de ton père et de ses travaux. Et je voulais euh, essayer peut-être de percer un mystère parce qu'à mon avis, il y a très très peu d'éléments là-dessus. Il y a eu en 1968, mais pas, je parle pas des événements de 68, un autre événement qui s'est appelé la Journée des intellectuels pour le Vietnam. Oui. Et je me demandais, j'étais presque sûr que, mais je me demandais s'il s'y était impliqué Bien dans sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr qu'il est dedans. Mais pour lui, en 68, il y a eu un autre événement incroyable, parce que mon père était à la fois, c'est un peintre qui a une maîtrise des techniques picturales très importante, hein, aussi bien de l'acrylique que de l'huile que de l'aquarelle. Il maîtrisait tout ça, il mélangeait tout ça à volonté.
sa peinture est faite de matière, de couleurs. C'est vraiment une œuvre très particulière dont on reconnaît bien la patte à travers les années, même si ça évolue beaucoup, parce qu'il ne s'est jamais cantonné dans aucun système. Mais c'est aussi un très grand graveur. Ah, oui. Et son œuvre gravée doit être donnée en totalité au musée de Gravelines, qui est le musée national de la gravure, parce qu'ils sont très intéressés parce qu'il a utilisé la totalité des techniques de gravure qui existent et il en usait et il en abusait. Et en 1968, il a rempli un pari incroyable qui était de faire pour une maison de la jeunesse, une MJC à Maison de la jeunesse et de la culture, à Saint-Ouen, une série de 50 gravures qui sont toutes des eaux fortes. Et je ne sais pas si vous savez le travail que ça demande de graver une plaque en cuivre ou en métal jusqu'à ce qu'elle ait exactement ce qu'il faut de graver pour qu'on puisse imprimer la gravure et qu'elle corresponde à ce qu'on veut. Mais c'est un travail de titan, hein, d'en faire une. Oui, 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 D'en oui. faire une. Quand Et, on, quand on voit les peintres filmés en train de faire ce travail, dans un documentaire, je pense à Leschinski par exemple, ouais. on se rend très bien compte que ça, c'est Et un donc, énorme travail. énorme travail. Et donc, papa, il en a fait 50 Mhm. pour une exposition qui a eu lieu. Et ça lui a pris, je ne sais plus si c'est 7 ou 8 mois. Et donc, moi, je me souviens très bien des plaques qui trempaient dans l'acide pour mordre, pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Et il a fait 50 gravures sur le thème de l'enlèvement des Sabines. Ah, ah, d'accord. Voilà, donc l'histoire de la peinture l'intéressait fondamentalement. L'enlèvement des Sabines, hein, c'est une toile très célèbre de Louis David, et c'est une toile, entre guillemets, qu'on peut dire très réaliste. Oui. Alors, cet enlèvement des Sabines, c'est un truc extraordinaire qu'on en parle aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec MeToo, avec tout ce qui se passe dans la société. Parce que quand on pense qu'il a fait cette série de gravures en 1968, c'est-à-dire que, voilà, ça fait presque 60 ans qu'il a fait ça, avec cette idée des Romains qui, à la fois, vont chercher des femmes dans une autre tribu, ce qui est plutôt bien plutôt que se marier entre eux, mais qui à la fois ont commis une agression majeure en allant voler les femmes chez les autres, parce que sur le tableau, il n'y a quand même pas, le tableau de David, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils ont fait ça Ah oui, le glaive à la main. Hein. oui, C'est pas pacifique et c'est pas en les convainquant de leur amour profond qu'ils sont allés les chercher. il n'y Et avait pas donc, tellement de consentement. non, pas franchement. Et donc, papa, il a fait une série de gravures dont les titres sont profondément humoristiques. Il y en a une qui s'appelle Sabine effarée allant demander conseil à son papa. Donc, donc la gravure est superbe et les titres sont dans l'humour et le second degré total qui correspond vraiment à ce qu'on on peut pas dire qu'on découvre aujourd'hui ce qui se passe avec MeToo et puis qu'on découvre qu'il y a une femme tous les 3 jours qui se fait assassiner en France. Mais je pense que notre père, moi je l'ai vécu, il nous a élevés comme ça. Il était très avant-gardiste en matière de considération des femmes, hein, c'est une certitude. La façon dont il nous a élevés, la façon dont il considérait notre mère, il avait une vraie. Moi j'ai découvert qu'il y avait des gens qui pensaient qu'on était moins bien quand on était une femme quand j'avais 20 ans. Hein. Avant, j'ai jamais pensé que c'était possible. Hein. Je ne pouvais pas croire que ça existait. Mhm. Voilà. Donc, cette série de gravures des Sabines est absolument magnifique. Et c'était un gros bosseur. Hein. Il travaillait beaucoup, il peignait beaucoup, il gravait beaucoup. Et alors, dans les grandes toiles prévues pour l'exposition éphémère Mhm. dans la halle Gustave Eiffel à Montségur, Ouais. il y aura, paraît-il, enfin, si j'ai bien compris, le portrait de Dulcie September, Alors mais non, non, le portrait de Dulcie sera dans la galerie. dans la galerie, hein, il sera là alors. Ouais, Ça, il sera bien là, il sera dans la galerie. Les grandes toiles qui sont dans la halle, c'est des toiles qui ont été inspirées à mon père par l'Olympia de Manet. ah, d'accord, d'accord.
Celle qui Donc, s'appelle Hommage à Madame Matisse, Olympia, par exemple. non, non, les hommages à Madame Matisse, c'est Madame Matisse, mais l'Olympia de Manet, c'est l'Olympia de Manet. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'Olympia de Manet, c'est cette toile avec cette femme blanche qui est Oui. allongée et une femme noire qui est tout près d'elle avec un bouquet de fleurs. Et mon père, il a inversé la mise. C'est-à-dire que la femme noire est allongée et c'est la femme blanche qui est à côté d'elle. Et il a décliné cette Olympiade Manet en plusieurs tableaux. Il y en a, à ma connaissance, je ne sais plus si c'est 6 ou 8, et qui seront dans la halle. Ah, d'accord. En fait, quand je suis venue faire la connaissance de Claire Scofield avec sa petite galerie, The Petite Galerie, en repartant de Montségur, je me suis dit, mais on pourrait mettre des toiles dans cette halle, c'est un endroit extraordinaire. Et donc j'ai rappelé Claire, et je lui ai dit, mais tu ne crois pas qu'on pourrait mettre des toiles dans la halle? Et bah, comme elle est très enthousiaste et que rien ne l'arrête, parce qu'il faut lui rendre hommage. Hein. Toi aussi, rien ne vous arrête à toutes les deux. Ouais, ouais, mais si j'ai pas quelqu'un qui répond comme ça, elle a dit, mais oui, ce serait formidable. Après, il y a tous les obstacles de la terre qu'elle a levés. Mhm. Elle a changé son association de village, elle a fait appel au maire de Montségur, et puis les toiles vont être exposées dedans. Voilà, C'est très bien. Mhm. voilà, voilà. Alors, pour revenir un petit peu à l'histoire et en vous remerciant tous les deux du dialogue que vous avez établi, euh, j'ai envie de revenir à ce que tu évoquais un petit peu avant qu'on lance cet échange, revenir à l'anniversaire des 80 ans de ton père et toute la partie que tu nous as présentée tout à l'heure, parce elle avait quelque chose d'intéressant. Alors, en préambule, il faut dire que mon père, il a toujours, toute sa vie, organisé des expos pour lui, pour ses copains, pour faire par exemple, de Sochaux, un centre culturel dans lequel il y avait beaucoup de toiles d'expositions formidables qui étaient faites. Et puis, il a beaucoup exposé lui-même, hein, toute sa vie. Donc, arrivé à 80 ans, c'est vrai qu'il était un peu plus. C'est fatigant hein, de faire ces choses-là. Hein. Il y a un très beau film dans lequel, justement, l'étoile de l'Olympia de Manet, il les montre et puis il est assis sur un tabouret et il dit, je suis un vieil homme. Et quand on a peint des toiles comme ça, parce que c'est des toiles qui font 3 mètres sur 2, on se demande ce qu'on va pouvoir faire après. Et ça m'avait pincé le cœur quand j'avais vu ce film, parce que, vous savez, tous les deux, on voit jamais ses parents vieillir. Hein. On, on- on- on les a dans la tête comme quand on avait 4 ans. Et donc un jour, tout d'un coup, on les voit sur un film et on s'aperçoit que oui, ils sont en train de vieillir. Donc papa, on avait organisé pour son anniversaire une exposition éphémère où tous ses copains venaient et on accrochait les tableaux au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Et puis, ils les ont décrochés en partant. Et c'était super sympa parce que lui, il avait oublié où étaient les tableaux. Ah, c'est toi qui l'avais, celui-là. Et, et donc, euh, et donc, c'était très sympa. Et Michel Laurent est arrivé avec une lettre de Pierre proposant à papa de faire une exposition au colonel Fabien. Et donc, papa, son anniversaire, c'était le 20 avril et on a fait le vernissage de l'expo Colonel Fabien le 20 octobre. Donc, en 6 mois, Michel Laurent, ma sœur Clémentine, mon beau-frère Alberto et moi, on s'est transformés en, je sais pas quoi, comment ça s'appelle, curateur, commissaire d'exposition. Enfin, bon, on est allé chercher les tableaux un peu partout parce que papa, il avait disséminé ça un peu partout. On a cherché les sculptures, on a emporté, on a calmé les angoisses de papa qui disait mais il n'y a pas de plan du rez-de-chaussée du colonel Fabien, je ne sais pas ce que je peux exposer. Donc, et puis au départ, il ne voulait pas faire une exposition rétrospective, ça ne lui disait rien. Il a fallu un peu qu'on le pousse dans ses retranchements. Et donc, je suis allée mesurer les volumes d'Oscar Niemeyer. Les volumes, les plans, là, c'était bien parce que tout faisait 5 mètres. Donc, au bout d'un moment, j'ai arrêté de mesurer. J'ai dit, bon, tout fait 5 mètres, c'est bon. Je suis remontée, j'ai dit à papa, ne t'inquiète pas, tout fait 5 mètres. La toile qui devait faire la couverture du catalogue et l'entrée de l'exposition, elle tenait pas en hauteur. C'est pas très haut de plafond, hein, le rez-de-chaussée au colonel Fabien.
Et alors, je lui ai dit, mais papa, mais là dans l'autre sens, ça fait rien. On s'en fiche. Et alors, tout d'un coup, il s'est éclairé parce qu'il est né à cette toile. Elle s'appelle Madame Fourment, l'instant d'après. Vous savez, là, Madame Fourment, c'est une toile de Rembrandt. Elle a la fourrure. C'est Madame Fourment à la fourrure, ça s'appelle. Elle est nue, mais elle est entourée d'une fourrure. Et papa, il l'a peinte avec la fourrure qui est par terre et elle est toute nue. Donc, elle est magnifique, elle est toute rose et tout. C'est une très, très belle toile. Et donc, il y avait tout, il fallait faire le catalogue, il fallait faire tout ça. Bon, on a été aidés par les copains, tout le monde s'y est mis. Il y a mon beau-frère Alberto, il nous a aidés, il a photographié toutes les toiles, et puis après, il a fallu accrocher. Enfin, ça s'est passé merveilleusement bien, et cette exposition était magnifique. Franchement, c'était vraiment, vraiment formidable. Et c'était pour ses 80 ans, donc c'était en 2013, c'était 5 ans avant sa mort. Et c'était une vraiment très belle expo. Je la visitais avec une de mes copines à un moment et je lui disais là, tu vois, la petite tête verte en bas à gauche, bah, c'est moi. Et c'est un grand tableau avec des portraits d'un peu de toutes les gens de la famille. Et il y avait un monsieur à côté de moi, il me dit, vous êtes la fille du peintre? Je dis, ben oui. Oh, il me dit, c'est formidable cette exposition, c'est formidable. Je suis tellement content. Il y a de la chair, il y a de la couleur, ça pète de partout. Je lui dis, bah oui, oui, c'est vrai, c'était magnifique. Puis c'est un lieu, enfin, cette architecture du rez-de-chaussée du colonel Fabien, c'est fait pour faire des expos, hein. Franchement, c'est magnifique, hein. Oui, oui. Il y a une sorte de, ça permet une sorte de circulation, De l'impression, voyage, de voyage, et de voyage. rien qu'à cause de la rondeur, si je puis dire, des murs. Ah, c'est Voilà. c'est vraiment. Puis, et tu voyages, tu montes, tu descends, tu tournes. C'est une architecture magnifique, hein. Et alors, pour revenir sur l'autre événement qui va se produire là dans les semaines et les mois qui viennent, comment c'est arrivé? Parce que bon, se retrouver à Montségur avec une exposition du peintre Jean-Pierre Jouffroy, c'est quand même assez exceptionnel, quoi. On est d'accord. Et bah écoute, c'est très simple. J'étais dans ma voiture et j'écoutais les carnets de campagne parce que je trouve que Dorothée Barba, enfin, d'abord, je suis assez auditrice de France Inter en général, pas tout, mais certaines choses. Et j'écoutais ça. Et elle interviewait une jeune femme qui avait ouvert une galerie à Montségur pendant le Covid, une galerie éphémère. Et puis elle expliquait que elle avait trouvé que l'expérience était tellement intéressante qu'elle avait décidé de continuer. Elle expliquait aussi qu'elle avait exposé Viseux, qui est un sculpteur, qui était un ami de mon père, Ah oui, oui, qu'il oui. connaissait très bien. Et un peu comme, enfin, papa, il était plus ami encore avec Ferraud qu'avec Viseux, hein, mais il était ami avec Viseux, il le connaissait très bien. Et donc, je me suis dit, mais cette fille, elle est intéressante. Je vois pas, enfin, je vais l'appeler. Voilà. De toute façon, je trouve qu'il faut toujours essayer de tenter les choses. Si on tente pas, on risque pas, il risque rien d'arriver. Donc, j'ai appelé Claire Scofield et elle était ultra enthousiaste, ce qui est rare chez les galliéristes, hein, parce que moi, j'habite Paris, les galliéristes parisiens, pour les 80 ans de papa, j'étais allée en voir un certain nombre pour leur demander et je nommerai pas celui qui m'a répondu je n'aime pas exposer les peintres vivants, ils sont trop chiants. Voilà, c'est bien, c'est sympa, on va attendre qu'ils soient morts. Enfin bon, donc ben c'est sûr, hein, c'est plus simple. Donc Il y a moins de récriminations. voilà, donc Claire, elle était enthousiaste, elle était honorée. Elle m'a dit, mais c'est formidable. Donc, je lui ai envoyé le catalogue de l'exposition du colonel Fabien, parce qu'elle ne connaissait pas la peinture de papa. Il n'y avait pas de raison qu'elle la connaisse. Elle avait regardé un peu sur Internet. Et puis, on a décidé de se rencontrer. Et là-dessus, elle a eu un effroyable accident de voiture. Elle s'est retrouvée en réanimation quasiment le jour où je devais venir. Donc, on a reculé et on est descendu la voir avec mon mari au mois de mai. Et on a découvert sa galerie, découvert le village, qui est quand même assez ravissant.
et sympathique. Et puis, euh, et puis on a discuté, et puis on se fait aider, mes frères et sœurs et moi. On a fondé une association qui s'appelle l'Atelier Jean-Pierre Geoffroy. Et comme on estime tous les quatre qu'on n'est pas les meilleurs juges de l'œuvre de notre père, qu'il y a trop d'affect de notre part vis-à-vis de tout ça, on se fait aider par un curateur qui est un monsieur très sage et très réputé qui s'appelle Ami Barak. Et donc, j'ai appelé Monsieur Barak et je lui ai dit, voilà, vous en pensez quoi de faire une exposition à Montségur? Et il a dit, mais quelle bonne idée, il faut faire ça, c'est une très bonne idée. Et donc, je les ai mis en contact, Ami Barak et Claire Scofield. Ami Barak est passé cet été à la galerie, il a rencontré Claire, ils se sont mis d'accord sur les modalités de l'exposition, il l'a aidé pour fixer un budget, pour trouver des sous, parce qu'il faut trouver un peu de sous quand même, et puis pour construire les choses qui vont avec l'exposition, l'invitation, le titre de l'exposition, toutes ces choses-là. Et c'est absolument formidable d'avoir affaire à quelqu'un d'abord d'aussi cultivé et ensuite d'aussi de bons conseils. Voilà l'histoire. Et donc l'exposition va avoir lieu du 8 Et le mars titre, au 9 mai. et le titre de l'exposition, alors? Eh bien, Jean-Pierre Jouffroy, l'artiste en revenant, Voilà, voilà. qui Avec est un jeu de mots sur voilà. revenant, quoi. Un peu. Ouais, en revenant, parce que c'est la première exposition depuis sa mort, hein. Il est mort en septembre 2018. Donc, c'est la première exposition. Et je trouve que le titre est, oui, assez joli. Qu'il revienne, c'est bien. Oui, oui, bien sûr. Je sais pas Tout ce que à vous en fait. pensez. Comment tu t'es retrouvé, Vincent, avec la préparation, je dirais, de la découverte de cette exposition? Puisque Ah, j'ai découvert moi-même qu'il y avait un numéro de l'Ormée qui était en préparation, qui allait évoquer ce travail. ben, moi, c'est très simple. J'écoute assez souvent France Inter, mais j'avais ignoré la première émission de Dorothée Barba des carnets de campagne. En revanche, en début de cette année, c'est ça? Ouais, le 4 janvier. Voilà. Hmm. Elle a rediffusé et elle a évoqué et Jean-Pierre Jouffroy et Pomme Jouffroy. Et donc, à partir de là, je me suis dit, mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est comme si j'avais devant moi quelque chose que j'aurais rêvé de construire, quoi. Parce que cette rencontre entre un, un territoire considéré de la grande capitale Bordeaux comme extrêmement éloigné, totalement inatteignable et dans lequel rien ne se passe, bon, je sais bien que cette image-là ne correspond pas à la réalité parce qu'étant comment responsable de l'Ormée, j'ai eu l'occasion de découvrir des choses qui se passent. Mais ce qui était étonnant là, c'est que c'est une émission radiophonique de France Inter qui m'a fait connaître cette initiative et dès que je l'ai connue, j'ai pris, si je puis dire, mes dispositions pour joindre Claire et aussi j'ai tout fait pour convaincre mes amis du comité de rédaction de l'Ormée j'ai pas eu beaucoup de mal hein, d'ailleurs, il faut bien que je l'avoue, mais de faire un fil rouge, ce qu'on appelle un fil rouge sur Jean-Pierre Jouffroy et sur cette exposition. Alors, ce qu'on appelle le fil rouge, c'est tout simplement au cœur de cette publication qui fait 8 à 10 pages, jamais plus, donc très très peu, qui ne paraît que tous les trimestres, qui est très limité en moyens, nous consacrons ou nous essayons de consacrer régulièrement donc un fil rouge à un écrivain, c'est-à-dire une page à un écrivain, à un artiste, quel que soit l'art en question au sens d'art pictural très très large. Ça peut être un photographe, ça peut être un sculpteur ou une sculptrice, bien sûr, ça peut être une relieuse d'art, etc., etc. Donc on consacre
une demi-page à une page de présentation et fil rouge parce que au long des pages, on propose des reproductions des tableaux de l'artiste qu'on présente. Voilà. Ben, c'est formidable, hein. Et C'est génial, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en fait, tu sais, l'émission du 4 janvier, quand on était en train d'organiser l'expo, tout d'un coup, j'ai dit à Claire, mais tu sais, tu devrais appeler France Inter pour leur dire que grâce à eux, on est en train de monter cette expo. Et donc, elle les a appelés. Et Dorothée Barba lui a dit, mais ça, c'est formidable parce que tous les ans, en début d'année, on fait un espèce de récapitulatif de trucs qui ont marché. Et donc, on va refaire une interview et ça passera le 4 janvier. Et donc, ce qui est amusant, c'est que toi, tu l'as entendu, mais il se trouve que, comme chirurgien, je vais faire des missions à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je ne sais pas si tu vois où c'est Saint-Pierre-et-Miquelon. ça jette Voilà. un froid. Ouais, bah, pas toujours, hein. En été, il fait bon, mais donc c'est une petite île de 6000 habitants dans laquelle mon patron, qui m'a tout appris de la chirurgie, est né. Et, et donc, comme il y a un hôpital, mais il y a pas, il y a un médecin interniste, un chirurgien, une pharmacienne, un radiologue, et tout le reste des médecins, c'est des missionnaires. C'est des gens qui viennent passer une semaine ou 15 jours. Donc, je vais faire des missions à Saint-Pierre et j'ai des copains à Saint-Pierre. Mais tu vois, c'est l'autre bout du monde quand même. Ah oui. Et j'ai un de mes copains de Saint-Pierre, le neveu de mon patron, Monsieur Le Tournel, donc, qui s'appelle Eugène, et qui m'a mis un petit message en me disant j'ai entendu que tu organisais une exposition à Montségur. Mais tu vois où il est, lui? En dessous, dans l'entrée du golfe du Saint-Laurent, en dessous de Terre-Neuve. Mais voilà, c'est la magie des choses. Il y a un moment, je, comment vous dire, on vit dans un monde qui n'est pas super rigolo, hein. Non, non. Mais heureusement, il y a des espèces de choses qui se passent entre les hommes et les femmes qui sont comme ça. Et c'est quand même extrêmement ouais, sympathique et encourageant. Absolument. Mais écoute, est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose l'un ou l'autre? Moi, je suis très, très heureux de cette rencontre dont je disais à Vincent hier qu'elle était complètement improbable au départ, hein, puisque, y compris moi, j'ai été contacté par le biais de Bernard Vasseur, qui a donné mes coordonnées à Pomme. Et donc, du coup, on s'est retrouvés, alors qu'on se connaît, on travaille quand même pas mal beaucoup ensemble avec Vincent, on s'est retrouvé, si tu veux, avec ce présent magnifique que tu viens de nous faire au niveau de la mémoire, et puis cette initiative qui va se produire en Gironde, et on va essayer de faire en sorte que, plus au-delà de nous-mêmes, beaucoup de gens la découvrent. Et moi, je suis très, très content d'avoir découvert au travers de cet échange, je dirais un petit peu plus le travail de Jean-Pierre, que je n'ai malheureusement pas connu, mais je te l'ai dit, Pomme, hein, je l'ai connu de nom, mais si tu veux, en tant que personne, je l'ai peu croisé. Vas-y, montre, Vincent. Et là, je montre la reproduction d'une huile sur toile qui s'appelle, je la montre très mal parce que je suis nul, mais ça fait rien, Femme dans un camp, et qui était à une expo à la Fête de l'Humanité, Guerre et paix, Jaurès et Picasso, engagés pour la paix en 2013. Donc ça doit être une des dernières Ouais. à laquelle il a participé. C'est une série de toiles qu'il a faites sur les camps de concentration. Et Voilà. j'y pensais particulièrement parce qu'évidemment, à 85 ans de la libération d'Auschwitz, Voilà. Peut-être un mot sur un dernier mot, enfin, dernier, c'est une façon de parler. Non, peut-être un mot justement sur la valorisation de son legs et de son travail, et peut-être les démarches qui sont engagées justement pour permettre à ses travaux de continuer de vivre, d'être présentés. Je sais que tu as pris des contacts avec un certain nombre d'institutions. Si tu as envie d'évoquer quelques éléments et les démarches en cours, ne serait-ce que pour voir comment Mhm. cela peut se développer, quoi. Bah, ce que je pense, c'est que
c'est toujours compliqué, hein. Je suis sa fille, donc forcément, je, comment vous dire, je suis née dans sa peinture, j'ai vécu là-dedans, et donc je, je, je trouve que, mais d'abord c'est une grande œuvre. Il y a beaucoup d'œuvres. Il en a vendu beaucoup de son vivant. Il y en a qui sont partis un peu partout. Il y en a aux États-Unis, on ne sait pas du tout ce qu'elles ont devenu. Quand on était petit, il y avait un marchand de tableaux qui venait, qui s'appelait Cummings, qui embarquait tout ce qu'il y avait dans l'atelier. Et qui lui, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de sous, hein, donc quand Cummings passait, on mangeait du gigot. Après, c'était sympa. Et c'était un richissime milliardaire. Il a emmené plein de tableaux aux États-Unis. On ne sait pas du tout où ils sont, hein. Euh, il en a vendu, il a eu des marchands de tableaux. Il avait un rapport à la commercialisation de sa peinture, papa, qui n'était pas, je ne sais pas comment vous dire, c'est un peu caricatural de dire ça, mais il- si ça devenait commercial, c'est forcément que c'était pas bien. Donc, mais non, mais c'est vrai, il a fait une exposition de tôle gravée une année quand j'étais petite, ouais, je sais plus si c'était 67 ou 68, et il a tout vendu le jour de l'expo, il n'en a plus jamais refait. Donc, sa relation à la commercialisation, probablement à cause de ses opinions politiques, hein, était, était, était malaisé. Le côté, ses copains, comme par exemple, il était très ami avec Roberto Matta. Matta, il disait lui-même que la peinture, elle se vendait en dehors de lui, qu'il y était pour rien que sa peinture valait autant d'argent. Il disait l'argent, je ne sais pas quoi en faire, mais il n'était pas maître de ça. Et donc, papa, il a quand même beaucoup vendu de peinture pendant sa vie, et puis il nous en reste de toutes les époques. Et donc, on a de quoi largement faire des expositions avec le choix. On a créé cette association d'abord pour acheter un local, mettre toute la peinture et toute la gravure à l'abri, la ranger, la trier, ce qu'elle n'était pas. Éventuellement restaurer certaines toiles qui ne sont pas toujours en très bon état. Il y en a qui méritent d'être restaurées. Et donc, oui, cette exposition chez Claire, euh, elle est aussi, elle peut être le tremplin d'une reconnaissance plus institutionnelle et d'une exposition dans un musée. C'est sûr que nous, on serait très contents parce que on estime, mais Ami Barak aussi, quand il est venu à l'atelier de mon père du vivant de maman. Maman, elle n'avait pas envie qu'on touche à rien. C'était déjà assez lourd d'avoir perdu mon père. Elle ne voulait pas qu'on touche à rien. Mais il a quand même regardé les choses. Il a vu de la gravure, il a vu tout ça. Il a un peu découvert la qualité de toute cette œuvre. Et c'est ça qui lui a donné envie de nous aider aussi. Donc, voilà, si on pouvait arriver à quelque chose qui soit euh, oui, une exposition dans quelque chose d'un peu plus grand que The Petite Galerie. Mais d'un autre côté, merci infiniment à Claire d'avoir eu cet enthousiasme, cette initiative et tout ça, c'est formidable. Voilà, je pense que c'est une œuvre qui mérite d'être vue. Elle mérite d'être contemplée, elle mérite qu'on s'y attarde et qu'on la regarde. C'est de la belle peinture et la peinture, hier, je regardais, il y a un documentaire sur la 5, là, sur sur ces gens, ces Amérindiens, là, les habitants de l'Amazonie, qui ont peint sur des falaises Ah, pendant, pendant des milliers d'années, pendant des milliers d'années. Et donc, dans des endroits où on ne peut pas voir. C'est fou ça, de peindre dans des endroits où on ne peut pas voir. Mais d'un autre côté, la peinture de notre père, elle est rangée bien, mais on aimerait mieux qu'elle soit regardée. C'est fait pour. Et donc, ce serait mieux qu'elle soit regardée. ce serait bien, oui, très bien. Ouais, ce serait bien. Ce serait bien. Qui c'est Et qui rappelle les dates et le lieu donc de cette exposition qui aura lieu à Montségur? Vincent ou toi, Pomme, comme vous voulez. donc à Montségur, la galerie, ça s'appelle The Petite Galerie.
Et le vernissage est le 8 mars et ça durera du 8 mars jusqu'au 8 mai. Super. Est-ce Et que sous, vous souhaitez rajouter quelque chose? Pardon, et, Vincent. et sous la halle, à ne pas manquer, si je ne m'abuse, 8, 9 et 10 mai, mais Non, là, non, un peu plus que ça. Ça dure la semaine, ah, ça dure la semaine jusqu'au marché suivant. très bonne nouvelle, très bonne Non, nouvelle. non, ça dure une semaine. Ça dure une semaine. On aurait bien aimé qu'elle soit accrochée là tout le temps de l'exposition, mais en fait, c'est pas très possible à cause du marché. Bien sûr. Mais enfin, vous les connaissez, les halles de tous ces villages. C'est extraordinaire, Ah oui, oui, bien sûr. ce patrimoine architectural de ces halles partout. Il y en a dans tous les villages. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est magnifique. Il faut faire des expos là-dedans. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Très bien. Écoutez, vous voulez rajouter quelque chose ou eh bien, écoutez, moi, je vous remercie à tous les deux, hein, parce que je trouve que c'est une bonne façon de faire découvrir l'intérêt de la peinture et l'intérêt aussi, le travail qu'a pu faire ton père. Et merci un petit peu pour cette évocation. Je vais juste arrêter l'enregistrement, puis on va continuer un petit peu à échanger.